Vous avez probablement vu cette publication sur Truth Social, relayée sur Twitter par Donald Trump. Il y qualifie Volodymyr Zelensky de comédien modérément talentueux qui aurait pris 350 milliards de dollars américains et serait désormais un dictateur non élu sous loi martiale, refusant d'organiser des élections. C'est un changement radical de rhétorique et d'approche. Il y a eu le sommet à Riyad avec Marco Rubio, Michael Waltz et James Witkoff, qui ont rencontré Sergueï Lavrov et l'équipe russe. Il y a aussi eu des déclarations médiatiques de Donald Trump sur la situation en Ukraine, affirmant que ce ne sont pas les Russes qui exigent des élections en Ukraine, mais bien les États-Unis. On entend dire que la Russie voudrait contraindre l'Ukraine à organiser de nouvelles élections pour signer un accord de paix. Est-ce une chose que les États-Unis soutiendraient? Nous n'avons pas eu d'élection en Ukraine. En réalité, la loi martiale est en place. Le dirigeant ukrainien, je déteste le dire, mais il est à 4% d'opinion favorable. La plupart des villes sont détruites, les bâtiments effondrés. Cela ressemble à un immense chantier de démolition. Ils n'ont pas fait à Kiev, probablement parce qu'ils ne veulent pas envoyer trop de missiles là-bas. Ils ont frappé à 20%, mais pas à 100%. S'ils le voulaient, cela arriverait très vite. Mais il y a des villes complètement anéanties. Si l'on veut une place à la table des négociations, les Ukrainiens eux-mêmes devraient se poser la question. Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu d'élection. Ce n'est pas une idée venue de la Russie, mais de moi et de nombreux autres pays. Tout tourne autour de la Chine, comme toujours. Le pilier central de la politique étrangère de Trump, mais aussi de Joe Biden et, en général, des États-Unis, est d'essayer de contenir et d'affaiblir la Chine. Malheureusement, nous sommes dans une nouvelle guerre froide. Depuis son premier mandat, Trump tente d'appliquer ce que certains appellent une stratégie inverse de Kissinger. Dans les années 1970, Henry Kissinger s'est rendu en Chine, suivi par Richard Nixon en 1972, pour normaliser les relations avec la République populaire et affaiblir l'Union soviétique. Aujourd'hui, l'idée serait de faire la même chose avec la Russie, apaiser les tensions avec Moscou pour isoler la Chine. Je ne pense pas que cette stratégie fonctionnera, mais il l'assume totalement. En octobre, Trump a déclaré à Tucker Carlson: « La Chine et la Russie ne devraient pas être unies. Je vais les désunir. Je pense que je peux le faire. » Lors d'un discours en Arabie Saoudite, Marco Rubio a affirmé que les États-Unis souhaitent collaborer géopolitiquement avec la Russie. Beaucoup ont cru qu'il parlait uniquement de la paix en Ukraine, mais en réalité, les États-Unis espèrent que la Russie les rejoigne pour isoler la Chine. Or, la Chine est le partenaire le plus important de la Russie. Vladimir Poutine est intelligent, Sergueï Lavrov est brillant, et ils savent très bien ce que les États-Unis essaient de faire. D'ailleurs, Poutine l'a reconnu dans son interview avec Tucker Carlson. Carlson, proche de Trump, lui a soufflé: « La Chine va vous dominer, elle va contrôler les BRICS. » Poutine a répondu que c'était une fable. La Chine est leur voisin depuis des millénaires et ne les a jamais envahis. Tout cela montre que l'Ukraine n'est pas une priorité pour Trump. Ce conflit est une guerre entre la Russie et l'OTAN, dirigée par les États-Unis. Trump brise toutes les illusions en affirmant que ce sont les États-Unis et la Russie qui sont directement en guerre dans ce conflit par procuration. Il y a aussi un aspect économique à considérer. Trump tente d'imposer un véritable colonialisme économique à l'Ukraine. Même The Telegraph, un journal britannique mainstream, l'a qualifié ainsi. Trump veut forcer l'Ukraine à signer un accord donnant aux États-Unis le contrôle total de ses ressources minières à hauteur de milliers de milliards de dollars. Des politiciens comme Lindsey Graham l'ont dit ouvertement, ils veulent ces richesses. L'accord que Trump essaie d'imposer inclurait aussi le contrôle du pétrole, du gaz, des ports et des infrastructures stratégiques ukrainiennes. Il exige que l'Ukraine rembourse 500 milliards de dollars aux États-Unis, bien que le montant total de l'aide américaine et européenne n'excède pas 200 milliards. Trump demande également que l'Ukraine cède 50% de tous ses futurs revenus d'exportation de minerais, de pétrole et de gaz aux États-Unis. Des analystes ont comparé cet accord aux réparations imposées à l'Allemagne par le traité de Versailles après la Première Guerre mondiale, qui ont mené à l'hyperinflation,
à l'effondrement économique et à la montée du fascisme. L'Ukraine, qui compte déjà des éléments extrémistes, risque de subir le même sort. Cela confirme les mots de Henry Kissinger. Être ennemi des États-Unis est dangereux, mais être leur ami est fatal. Washington a poussé l'Ukraine dans cette guerre, et maintenant, Trump veut s'emparer de ses richesses. Pourquoi la Russie abandonnerait-elle son alliance avec la Chine pour se soumettre aux États-Unis? Ce n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais, car la Russie sait que les États-Unis ne sont pas dignes de confiance. Regardez ce qu'ils viennent de faire à l'Ukraine. Bien sûr, nous savons que Poutine a dit cela depuis plus d'une décennie. Ironiquement, lorsque Poutine est arrivé au pouvoir, l'Occident pensait qu'il serait une version plus compétente de Boris Eltsine, qui n'était qu'un clone complet et un alcoolique. Poutine était censé intégrer la Russie à l'Occident, mais en tant que partenaire subordonné, inégal. En tant que nationaliste, il a refusé. Nous ne voulons pas être subordonnés, nous voulons être à égalité avec l'Occident. L'Occident a refusé cette idée. Il n'était prêt à intégrer la Russie que sous des conditions défavorables au peuple russe et au profit des oligarques et du capital occidental. Poutine a dit non et a prononcé son célèbre discours à la conférence de sécurité de Munich, dénonçant la volonté des États-Unis d'imposer leur hégémonie. Déjà on voyait émerger l'idée d'un monde multipolaire, il y a de cela 15 ans, voire 17 ou 18 ans aujourd'hui. Poutine a été très clair, il sait que l'Occident ne peut pas être digne de confiance. Trump, quant à lui, pense qu'il peut simplement forcer tous les pays à faire ce qu'il veut, convaincu que les États-Unis possèdent un levier de pouvoir absolu. Regardez la façon dont il parle des tarifs douaniers, affirmant « Ils feront ce que je veux ». Il parle de contrôler le canal de Panama, de coloniser le Groenland, de dominer Gaza. Il surestime la puissance des États-Unis, croyant encore être dans les années 90. Mais en réalité, tout cela n'a rien à voir avec la paix. Il s'agit plutôt de mettre fin au conflit en Ukraine pour que les États-Unis puissent se concentrer sur la Chine. Cette stratégie ne date pas de Trump. Elle remonte à Obama et à la déclaration du pivot vers l'Asie du département d'État sous Hillary Clinton. Mais ce pivot n'a jamais pu être pleinement mis en œuvre à cause des guerres déclenchées par les États-Unis en Syrie, en Libye, au Yémen et ailleurs. Sans oublier la guerre par procuration en Ukraine. Aujourd'hui, Trump affirme ouvertement qu'il veut mettre fin à ce conflit pour redéployer les troupes américaines dans le Pacifique en vue d'une guerre contre la Chine. Beaucoup de gens y voient un espoir. Certains restent critiques, mais on ne peut pas blâmer ceux qui espèrent, car il est presque surréaliste de voir l'administration Trump se comporter de cette manière. On pourrait presque dire qu'ils ont eu une attitude diplomatique à Riyad. Même des figures comme Marco Rubio, que nous avons souvent critiqué, tiennent aujourd'hui un discours qui semble plus modéré. Ce que les États-Unis promettent, comme l'ouverture de canaux diplomatiques, est exactement ce que beaucoup de gens veulent entendre. Après tout, la plupart souhaitent voir ce conflit se terminer. Cependant, voici ce que Rubio a déclaré à propos des sanctions, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Toutes les sanctions sont le résultat de ce conflit. Elles ont été imposées à cause de cette guerre. Je dirais donc qu'il faut des concessions de toutes les parties pour y mettre fin. Nous ne déterminerons pas à l'avance quelles seront ces concessions. Nous ne négocierons pas cela aujourd'hui, ni dans une conférence de presse. D'autres parties doivent être impliquées, notamment l'Union européenne, qui a également imposé des sanctions. D'une part, on peut y voir un aveu de défaite. Trump semble dire que c'est la faute de l'Europe, de Zelensky et qu'il est temps de se rapprocher de la Russie. En soi, c'est une évolution intéressante. D'autre part, il y a cette idée déformée des États-Unis comme artisans de la paix. Que diriez-vous à ceux qui se montrent optimistes face à cette situation? Nous ne devons pas être naïfs. Tout cela concerne la Chine. Marco Rubio n'est pas soudainement devenu une colombe. Il a toujours été un belliciste et un néoconservateur. Depuis des années, il répète inlassablement que la Chine est la plus grande menace pour les États-Unis. Il a même affirmé que la Chine représente une menace bien plus grande que l'Union soviétique ne l'a jamais été. Bien sûr,
l'URSS n'a jamais été une véritable menace pour les États-Unis. Mais c'est leur discours. Selon Rubio, l'URSS n'était qu'une menace militaire et sécuritaire, tandis que la Chine représenterait une menace militaire, économique et technologique sur tous les plans. Depuis 2016, la Chine possède la plus grande économie du monde en termes de PIB en parité de pouvoir d'achat. Elle est aussi la première puissance manufacturière. La Russie dispose d'une force militaire significative et de capacités industrielles avancées, mais la Chine joue dans une toute autre catégorie. Sa population est 14 fois plus grande que celle de la Russie, son économie est bien plus vaste, et toute la chaîne d'approvisionnement mondiale est basée en Chine. C'est pourquoi les États-Unis, et en particulier des figures comme Marco Rubio, Mike Wallace et Donald Trump, concentrent leurs efforts sur l'affaiblissement de la Chine. Ils ont fait leur bilan. Ils ont perdu. Je suis d'accord avec vous. Ils ont perdu la guerre en Ukraine. Cette nouvelle stratégie est une reconnaissance implicite de cet échec. Ils veulent mettre fin à ce conflit pour pouvoir concentrer toute leur attention sur la Chine. Donald Trump l'a dit lui-même dans une interview avec Tucker Carlson. Ce n'est pas un secret. Ironiquement, lors de son premier mandat, Trump voulait déjà mettre en place cette stratégie. Mais l'affaire du Russiagate, cette conspiration absurde lancée par les démocrates qui l'accusaient d'être une marionnette de Poutine, l'en a empêché. C'était absurde. Trump n'a jamais été un pantin de Poutine. Steve Bannon l'a dit clairement. Même Henry Kissinger, durant le premier mandat de Trump, recommandait d'améliorer les relations avec la Russie pour isoler la Chine. Il ne s'agit donc pas de paix. Les États-Unis n'ont jamais cherché la paix. Il s'agit d'impérialisme. Marco Rubio et Donald Trump ont une vision du monde basée sur des sphères d'influence impérialistes. C'est ainsi qu'ils conçoivent la politique internationale. Certains partisans de Trump ont sorti cela de son contexte. Ils affirment que Marco Rubio, ce néoconservateur belliciste de longue date, aurait subitement tourné sa veste. Selon eux, ils reconnaîtraient que les États-Unis ne peuvent plus être un empire. C'est le contraire. Si vous écoutez le discours et l'interview complète, tout en prêtant attention à d'autres discours de Marco Rubio, y compris dans une vidéo que j'ai réalisée, vous constaterez qu'il a fait les mêmes commentaires en 2022. Il souligne que nous sommes dans un monde multipolaire. Ce n'est pas parce qu'il veut la paix. Quand les États-Unis parlent de multipolarité, cela signifie l'opposé de ce que la Chine entend. Pour la Chine, la multipolarité signifie un monde sans impérialisme ni hégémonie. Cela signifie un monde où tous les pays ont des opportunités égales d'être entendus dans les institutions internationales et multilatérales. C'est un monde où chaque pays, quelle que soit sa taille, est égal. Dans ce monde, les grandes puissances impérialistes ne peuvent pas contrôler ni dominer les événements. Prenons par exemple ce que Trump essaie de réaliser au Panama, au Mexique ou au Groenland. Marco Rubio a une vision de la multipolarité très différente. Rubio affirme que les États-Unis ne sont plus la puissance unipolaire qu'ils étaient dans les années 90. Ce n'est pas une observation controversée. Tout le monde sait que les États-Unis ne peuvent plus contrôler le monde entier. Rubio et Trump concluent donc que les États-Unis doivent réaffirmer leur contrôle hégémonique sur leur sphère d'influence impériale. C'est pourquoi ils ont réactivé la doctrine Monroe, qui a déjà 202 ans. C'est aussi la raison de leur agressivité en Amérique latine. Par exemple, au Panama, ils forcent le pays à se retirer de l'initiative de la ceinture et de la route, tout en essayant de reprendre le contrôle du canal de Panama. Ils tentent de coloniser le Groenland, menacent d'envahir le Mexique et même le Canada. Ils parlent maintenant de coloniser Gaza. Tout cela concerne l'expansion de l'impérialisme américain. Mais au lieu de le reconnaître, ils admettent que les États-Unis ne peuvent pas contrôler le monde entier. Ils affirment que l'Ukraine est un problème européen. À leur façon de voir, l'Ukraine fait partie de la sphère d'influence de la Russie. C'est un problème européen, pas le nôtre. Les États-Unis vont réaffirmer leur hégémonie dans l'hémisphère occidental et dans le Pacifique, car ils considèrent aussi le Pacifique comme une partie de leur sphère d'influence impériale. Ils vont donc se concentrer à nouveau sur le pivot vers l'Asie et essayer d'isoler la Chine.
Trump déclare qu'il ne se soucie pas vraiment de l'Ukraine. Les démocrates, quant à eux, se focalisent sur le maintien de la domination totale des États-Unis sur le monde. Cela ne fonctionnera pas. Notre attention doit se porter sur les sphères d'influence impériale que nous considérons comme les plus importantes.